Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessedefleurs.com. Promessedefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour à tous, c'est un énorme plaisir de vous retrouver chaque samedi. Aujourd'hui nous sommes le 18 décembre et oui, ça se rapproche pour les fêtes de Noël. Il n'y a plus que 13 jours avant la fin de l'année. Je pense que Roland doit être heureux comme tout. Oui, ça y est, le nouvel an est prêt, ça y est, tout est organisé, on a tout préparé. Donc vous l'avez reconnu, c'est Roland Motte, notre jardinier de Vittel. Il est là, il est en pleine forme et nous aussi, nous sommes le 352e jour de l'année, le 26e jour du signe astrologique du Sagittaire. Et le 28e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français. Je vous le fais tout doucement parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la truffe. Ah ouais, alors ça, boum. Ça, je vous l'envoie plein pot parce que c'est le diamant noir, c'est le summum. Le summum, oui. Alors, l'huile de truffe. Oh oui, il y a plein de trucs de dérivés. Tu sais que dans avec l'huile la de truffe, la plupart du temps, c'est de l'arôme artificiel. Oh non, non, pas le mien. Je l'ai acheté une blinde et je veux dire, non. Ouais, c'est pas le prix qui fait. Il y a des morceaux de truffe dedans. Non, on va parler de cette mycorhize, parce qu'il faut bien dire le nom tel qu'il est. La truffe est un champignon symbiotique. Certains diraient presque parasite, mais comme il y a toujours un échange positif entre le champignon et son hôte et vice-versa, on est sur une symbiose. C'est un des champignons les plus mythiques parce qu'il est difficile à produire, on en parlera parce qu'il est possible de le produire. Aujourd'hui d'ailleurs, on trouve quasiment plus de truffes sauvages. C'est de la production parce que l'INRA a réussi à trouver le moyen de mycorhizer artificiellement les plantes. Il n'y a pas que des chênes, souvent ce sont aussi des châtaigniers, des noisetiers qui sont truffiers, mais ça on le verra après. On va déjà parler de la truffe en elle-même, le diamant noir de monsieur Jean-Anthelme Brillat-Savarin, qui était quand même le gastronome des gastronomes, et c'est vrai que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas le côté un peu terreux que ça peut avoir, mais franchement, pour les amateurs, pour ceux qui apprécient la subtilité du parfum, c'est quelque chose d'extraordinairement délicieux. D'ailleurs, Robert de Montesquieu avait écrit « Les nouveaux riches mangent les truffes avec tant d'avidité qu'ils ont l'air de les trouver ». C'est rigolo. Alors, la truffe, d'ailleurs, ça n'est pas que le champignon. La truffe, c'est pas que le champignon, c'est quand même... Ah bon? Pourquoi par exemple, notre petit chien, oui. c'est la truffe. C'est la truffe, oui. Alors, puis il y a les truffes au chocolat qui sont très bonnes aussi. Ça va être la saison, là. Quand tu dis à quelqu'un que c'est une truffe... Ah oui, ça me le dit souvent, je sais pas pourquoi. Oh, et puis se piquer la truffe. Se piquer la truffe, ça veut dire quoi, tu vas le faire certainement à la fin de l'année, je pense. Oui. Quand on boit oui, alors oui, je vais le faire, oui. Et puis truffer quelqu'un. Ah oui, ça c'est quand on lui raconte des bobards. Oui, quand on trompe la personne, donc voilà. Tu es truffé de connaissances, mon cher Patrick. On peut dire parfois ça aussi. Oh, tu sais, être truffé de connaissances, c'est toujours très très relatif, parce que moi je suis admiratif de la connaissance en général, et il y a des gens qui m'étonnent de tous les jours, notamment dans les livres que je reçois. Au début du XXe siècle, il faut savoir que on produisait en France quasiment 1000 tonnes de truffes. Et on en trouvait dans les vignes abandonnées, quand il y avait eu le phylloxéra, donc les truffes s'étaient développées là. Malheureusement, les deux guerres mondiales ont vraiment ratatiné la production quasiment naturelle. Et puis aussi, il faut bien le dire, la défoliation qui s'est faite avec certaines chenilles qui ont abîmé les chênes. Et fort heureusement, donc aujourd'hui, on arrive à les cultiver et on va voir comment ça se passe. La truffe s'appelle tuber. Tuber qui signifie tubercule, c'est la partie qu'on appelle une ectomycorhize. C'est la partie externe du champignon. Ça va apparaître entre avril et juin, selon la température et l'irrigation, parce que s'il fait trop chaud, ça ne marche pas. S'il fait trop sec, ça ne marche pas. 5 espèces de truffes. Oui, parce qu'on en a près de chez nous, et un terrain très calcaire. Mais tu as la truffe de Lorraine. Oui.
La truffe de Lorraine, Tuber mesentericum. Une odeur un petit peu d'amande, de réglisse, un petit peu amère. C'est une truffe qui est très parfumée, qui est assez recherchée. Et donc c'est la truffe la plus septentrionale, si je puis dire, au niveau de sa réussite. Et comme tu dis, sol calcaire ou même argilo-calcaire, dans les forêts de chênes, de charmes, de noisetiers, et même à une altitude qui va autour de 250 mètres. Oui, oui. Donc là, on est bien chez toi. La truffe noire, la plus connue, truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum, donc c'est, j'allais dire, la plus recherchée, du moins la plus couramment consommée par les vrais amateurs de truffes, parce que si on parle tout de suite de la Rolls, le summum de la truffe, c'est la truffe blanche d'Alba, ou truffe du Piémont, Tuber magnatum, qu'on appelle parfois précieuse d'Italie, n'est-ce pas? C'est joli. Pour vous dire une chose, ça coûte le double du prix de Tuber melanosporum. Donc c'est vraiment une truffe qui est totalement différente. C'est une chair qui est claire, qui est, oui, un peu couleur d'une terre calcaire. C'est très drôle. Mais ça a un puissant parfum, très différent d'ailleurs de Tuber melanosporum. On la récolte plus tôt. On va la récolter d'octobre à décembre. C'est extrêmement, extrêmement agréable à mélanger dans les risottos, par exemple. Alors, le prix, vous allez me dire, oui, il nous casse les pieds avec ces trucs de luxe, etc. Mais sachez une chose. Une truffe de 50 grammes suffit totalement pour parfumer le plat pour une dizaine de personnes. Si vous faites, par exemple, des pâtes sur lesquelles vous allez mettre un petit peu de foie gras fondu pour légèrement donner de l'onctuosité. Ça serait pas le matin, on aurait faim. Et après, vous allez râper de la truffe, parce que la truffe ne se cuit pas. On l'utilise toujours fraîche. Donc on va la râper. 50 grammes pour 6 personnes, c'est largement suffisant. Alors c'est pas bon marché, surtout en ce moment, parce que évidemment, ça va être demandé pour les fêtes et les prix montent. Mais ça peut être quand même quelque chose d'exceptionnel. Un truc qui m'avait été donné quand on avait été, avec ma petite jardinière, voir le fameux jardin d'Érignac. On est en Dordogne, juste à côté de Sarlat. On était dans un restaurant. Et évidemment, il avait dit, on va vous servir des truffes. Et il nous dit, est-ce que vous avez déjà fait de l'omelette à la truffe? On dit non, non, etc. Et il dit, écoutez, nous, on fait de l'omelette à la truffe sans truffe. Je dis, ah bon, il dit, on prend les truffes qu'on vient d'acheter et on les met dans la boîte à œufs, au frigo, dans une boîte en plastique hermétique. Et pendant un jour ou deux, ça suffit pour que le parfum de la truffe traverse la coquille de l'œuf et donne le parfum. Alors après, ils en mettent un tout petit peu pour montrer quand même qu'il y a un peu de truffe, mais du coup, on a parfumé. On peut donc faire coup double avec la truffe. Alors, je ne dis pas encore que c'est bon marché, mais on peut arriver à économiser un tout petit peu. Alors, vous avez la truffe quand même d'été, il faut en parler. La truffe que l'on va avoir à la Saint-Jean, qui s'appelle Tuber aestivum, c'est celle qu'on trouve le plus communément. Elle coûte pratiquement la moitié de la truffe melanosporum. Donc, vous voyez, on est parti de 1, on a divisé par 2 avec la Tuber, et puis là, on est encore en dessous. Bon, on peut faire encore moins cher. Hein. On peut faire moins cher, c'est de la truffe de Chine. Mais ça, surtout pas, parce que ça n'a strictement aucun goût. Donc, vous achetez des machins noirs, quand même, qui sont vendus encore relativement cher par rapport à ce que ça vaut, puisque ça vaut rien du tout. Et puis, il y a le truffe de Bourgogne, quand même, qui est un peu avec un arôme un peu de noisette, et puis donc qui va aussi se récolter plus tôt, puisqu'à partir du 15 septembre, on peut en avoir, et ça se prolonge jusqu'au 1er janvier dans le quart nord-est de la France. La trufficulture, est-ce que tu en as essayé, toi? Est-ce que tu as planté plein de truffiers? Oui, c'est pour ça que je te dis que ça coûte moins cher. Tu vas chez les pépinières Robin, tu prends des charmilles, des petites charmilles, donc ils sont en train de pousser chez nous. Donc on est en terrain calcaire, évidemment. On a un terrain propice à la truffe, en tout cas, comme tu l'as cité, de 100 mètres, etc. Oui, mais la truffe de Lorraine. Ah ben, ça sera la truffe de Lorraine, j'espère. Donc elle est mycorhizée. Donc ces charmes sont mycorhizés. Nous avons pris des amélanchiers aussi, mycorhizés. Il faut presque 10 ans, généralement. Ben voilà, pour l'instant, on attend. Hein. Donc là, on en est à 5 ans, encore 5 ans. Bon, mais c'est moins cher. Je vous disais donc, au tout début du XXe siècle, on produisait à peu près 1000 tonnes par an de truffes dans notre pays. Aujourd'hui, on en est à 50. 50 tonnes, donc on est vraiment, malgré la production, arrivé à quelque chose de très 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 faible. Il y a plein de choses autour de la truffe, on pourra en parler des heures, on va s'arrêter bientôt. Brillat-Savarin, dont j'ai déjà parlé,
il disait « La truffe rend les femmes plus tendres et les hommes plus entreprenants ». Oui. Alors, est-ce que c'est aphrodisiaque? Ça, on ne sait pas, vous essayerez vous-même. Et on terminera avec Goncourt, les frères Edmond et Jules de Goncourt, qui ont dit « Pensez qu'on ne sait même pas le nom du premier cochon qui a trouvé une truffe ». C'est Je vrai. trouve ça quand même assez génial. 18 décembre 1771, que s'est-il passé? Eh bien, la mort à Londres, malheureusement, à Chelsea même, directement, de Philip Miller, qui était botaniste d'origine écossaise et qui était né en 1691. Alors lui, c'est vraiment le plus grand jardinier botaniste de son époque. C'est quelqu'un qui a nommé une quantité de plantes. Il a créé les genres que vous connaissez: Abies, Abutilon, Alnus, Cotinus, Larix, Malus, Muscari, Opuntia, Ziziphus, Zingibert, enfin bon, plein d'autres. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il ne faut pas oublier. Philip Miller, né le 18 décembre 1771. Et aujourd'hui, nous sommes à la Sainte-Flavie, donc, ou Saint-Gatien aussi, ou Sainte-Zosime. Je ne sais pas qui s'appelle Zosime aujourd'hui, mais enfin bon, pourquoi pas. Qu'as-tu comme dicton? Eh bien, à la Sainte-Flavie, on va cueillir le gui. Ouh. Et moi, je dirais à la Saint-Gatien, plantons un rosier ancien, ça sera aussi de saison, ou à la Saint-Gatien, la tondeuse en révision chez le mécanicien. Bah oui, c'est moins glamour. Ouais, mais il faut que ça rime quand même. Tolos 9 qui nous dit « Ayant suivi avec plaisir et amour votre vidéo sur le mimétisme végétal, je me demande comment la plante sait-elle que l'odeur qu'elle émet va lui permettre d'attirer son pollinisateur. Comment qu'elle fait ?» Mais ça ne se pose pas en ces termes, la question. La plante ne sait pas. La plante a coévolué avec son pollinisateur. Et c'est toujours cette histoire de sélection naturelle. À partir du moment où, dans la nature, sur des populations, quelles qu'elles soient, il y a toujours des différences. Et la chose la plus simple pour vous expliquer ça, c'est regarder votre propre famille. Vous êtes tous issus des mêmes parents ou des mêmes grands-parents, vous êtes souvent tous différents, à part les vrais jumeaux qui parfois sont quasi identiques et d'ailleurs qui ont le même génome. Quand c'est un œuf qui s'est divisé en deux, ils ont exactement le même génome. Tiens, moi j'ai mes petites filles, j'en ai une grande brune aux yeux bleus et une petite blonde aux yeux bruns. Et elles sont jumelles. C'est bizarre. Ah bah oui. Voilà, elles sont jumelles, fausses jumelles. Mais vous voyez, il y a toujours des différences qui se passent. Alors je ne dis pas, dans le cas présent, que les grandes brunes vont être plus costauds que les petites blondes, c'est pas comme ça. Mais ça se fait par rapport à l'adaptation du mode de vie et du lieu où on vit. Si par exemple, vous êtes une plante qui se développe en montagne et que tout d'un coup, vous avez plus de pilosité que votre petite sœur, eh bien, vos descendants qui seront plus pileux vont dominer sur l'autre parce que la pilosité vous protège contre le froid. Mais ça se fait pas en 1 an, 2 ans, Oui. 100 ans, ça se fait sur des millénaires. Et donc, les modifications qui se font de façon infinitésimale à chaque génération, qui sont des mutations naturelles, finissent par être sélectionnées de fait parce qu'elles apportent un plus. Et c'est l'accumulation de ces améliorations, entre guillemets, qui font qu'à un moment donné, on arrive sur des sophistications démentes, comme on a pu l'expliquer dans cette vidéo sur les pollinisateurs, qui sécrètent des parfums qui ressemblent à s'y méprendre aux phéromones des insectes pollinisateurs, qui ont même adopté leur forme, etc. Donc cette coévolution, qui décrit donc ces transformations qui se produisent au cours de l'évolution de 2 espèces, et qui vont évoluer de façon parallèle, est très intéressante. Alors ça peut être une coévolution aussi compétitive, parce que vous avez des espèces antagonistes qui vont essayer de se protéger. Par exemple, on va avoir des évolutions pour se protéger contre son prédateur ou contre son parasite, etc., etc. Et on est dans un monde que l'on n'arrive pas à percevoir, parce que comme je vous le dis, donc on est sur ces évolutions qui sont ultra lentes. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Là, aujourd'hui, on prend le sécateur
parce que c'est absolument la bonne période. Nous sommes en décembre et on va aller jusqu'à fin janvier pour réaliser ce que l'on appelle la taille trigème, à savoir donc la taille des arbres fruitiers à pépins. J'insiste bien, ça ne concerne que les pommiers et les poiriers qui se taillent exactement de la même façon et que l'on va faire plutôt les poiriers d'abord parce qu'ils sont plutôt plus précoces que les pommiers et on voit leur production plus tôt. Je sais que tu n'es pas un adepte de la taille mécanique, mais est-ce que tu fais cette taille? Si, bien sûr. Alors, beaucoup moins sur les demi-tiges, les tiges, parce que, comme tu l'avais dit, c'est pas la peine. On va juste nettoyer, faire un élagage qui va nous permettre d'enlever les branches cassées, enlever le cœur un petit peu pour pouvoir rentrer à l'intérieur, couper les extrémités si vraiment ça dépasse un peu chez le voisin. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Mais par contre, sur des arbres formés, oui, là, il y a un peu de boulot, parce que si on veut qu'ils restent formés, on a intérêt à suivre cette taille régulièrement, et c'est 2 tailles par an, puisqu'on a la taille en verre qu'on va faire pendant l'été. Oui, la taille en verre n'agit pas sur la forme. Non. La taille d'hiver, effectivement, est très importante pour conserver la structure, notamment des palmettes. Bon, on fait ça aussi sur les gobelets, les fuseaux, les quenouilles. Et pour une bonne raison, c'est que le premier conseil que je vous donne, et surtout la première indication de base, on revient le plus proche possible des charpentières. Ça, c'est la règle. On n'essaye pas que les pousses aillent loin, loin. On a une palmette, on va rester, comme tu le disais, dans le cadre. C'est d'ailleurs toute la complexité de cette plante lorsqu'on l'achète en jardinerie ou chez un producteur, c'est très joli. Et ça fait des U, des doubles U, du cordon, de la palmette simple, de la palmette verrier. Donc c'est très beau. Et effectivement, il y a une forme harmonieuse et esthétique. Par contre, pour la conserver, la première année, on se rend compte que c'est déjà la galère parce que ça a tendance à pousser, non pas comme nous on le souhaiterait, mais comme la plante le veut. Et donc, c'est les premiers bourgeons qui partent en premier. Quand on voit une branche allongée, les premiers bourgeons, les premières tiges sont grandes. Après, ça diminue et on se dit, il est pas cool, quoi. Il fait pas comme on voudrait. Alors, ce que vient de vous expliquer Roland, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui explique la méthode de taille. On a oublié de dire une chose, c'est que quand je dis la taille en verre n'agit pas sur la forme, c'est dans ce qu'on appelle exactement la taille en verre. En revanche, les pincements, qui sont des opérations qu'on fait dans la saison, et je vous expliquerai au fil des saisons, eux jouent sur cette forme parce qu'on va essayer de réduire le développement des pousses à bois. Et là, on commence à rentrer dans la technique. Il faut distinguer les différentes productions qu'il y a sur ces arbres pour comprendre et surtout pour tailler. Parce que sinon, on peut faire un truc très simple. J'ai dit la taille trigème. Ça veut dire quoi? Trigème, 3 bourgeons, c'est déjà compliqué. On aurait pu parler simplement. La taille à 3 bourgeons aurait été plus compréhensible. Oui, mais ça a été donné il y a des années, avec un langage qui était différent d'aujourd'hui. On l'a gardé. 3 bourgeons, ça veut dire que si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous voulez simplifier au maximum votre taille, sans avoir un esprit de rendement maximal, 3 bourgeons. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous coupez 3 bourgeons. Ça veut dire que vous laissez 3 bourgeons. Donc on va toujours calculer à partir de l'endroit où se développe ce que l'on appelle la coursonne. C'est-à-dire que la petite partie qui se développe sur la charpentière et qui va soit faire une branche, soit faire des fruits, soit faire les deux, c'est la coursonne. Eh bien, il suffit de couper 1, 2, 3 bourgeons, quels qu'ils soient, vous occupez de rien, tweak, et ça sera déjà pas mal. Maintenant, si vous êtes un tout petit peu plus intéressé par la technique, voilà ce qu'il faut comprendre. Vous avez donc plusieurs productions sur ces arbres fruitiers, et on parlait des pousses à bois. C'est quoi une pousse à bois? Alors, on va la reconnaître parce que souvent le bourgeon est pointu, il pique. Alors c'est encore pire chez le prunier. La pousse à bois ne donne que des feuilles. Ça fait une tige et des feuilles. Une pousse à bois, quand l'on trouve, donc, comme tu viens de l'expliquer, avec des yeux, on préfère en langage arboricole dire des yeux que des bourgeons. Petits, là, vous ne cassez pas la tête. Toutes les pousses à bois, on les coupe à 3 yeux. Qu'est-ce qu'on voit comme autre production sur ces coursonnes? Ah ben, fleurs. Tu veux pas que j'en parle, mais Avant. Bien. Tu veux pas qu'on parle des fleurs? Non, tu ne parles pas encore des fleurs parce que tu as encore oublié un stade intermédiaire. Je viens de dire, on coupe à 3 yeux toutes les pousses à bois. Que va-t-il se passer dans la saison?
Alors, on va avoir, sur les 3 bourgeons vont reprendre la première, la deuxième et la troisième qui sera un peu plus petite. Donc la première va pousser, la deuxième et la troisième. Alors ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire Roland, c'est que le comportement de la plante est toujours comme cela. C'est le bourgeon ou l'œil d'extrémité, celui qui est le plus près de la coupe, qui reçoit le maximum de sève et qui va donc se développer à bois. Tous les yeux deviennent donc des pousses feuillées. Mais que se passe-t-il à la base de votre coursonne, qui reçoit moins de sève? Eh bien, ce petit rameau minable qui s'est développé, lui, il va avoir un autre type d'œil, qui est pointu, qui est plus gros, qui souvent est porté par une sorte de petit pédoncule un peu ridé, et qu'on appelle un dard. Ce dard, que vous reconnaissez très facilement sur les arbres, a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est que l'année suivante, ça sera ce que t'aimes bien. Une fleur et bah ça y est, là enfin cette fleur. Moi j'attends, hein. Donc voilà. Tu veux pas que j'en parle. Si il reçoit la quantité de sève suffisante et nécessaire. S'il en reçoit de trop, malheureusement, et c'est ça son défaut, il régresse en pousse à bois. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'éviter qu'il y ait des dards à l'extrémité de la coursonne. Donc soit vous taillez plus long, ou soit vous vous dites, par exemple, s'il y a plusieurs dards, j'en perdrai un, mais celui de la base, enfin, Roland va pouvoir s'exprimer, ça devient ce qu'on appelle un bouton à fleurs. Oui. Et qui est arrondi. Ça y est, je vais pouvoir le placer. Plus gros, oui. Ventru, bedonnant, et qui deviendra une fleur. Et lui, il n'est pas comme le dard. Il n'est pas régressif. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Quand on a un bouton à fleurs, on coupe juste au-dessus. Et si vous avez bien taillé, comme on vous a expliqué, rappelez-vous, ce qui était à l'extrémité, c'est parti à bois. Là, on l'a coupé. Et le fruit s'est formé où? Le plus près possible de la charpentière. Ce qui UFD, on a à la fois favorisé la fructification et on a conservé la forme. On va s'en arrêter là parce que c'est plus compliqué par les simples explications. Il y a 3 vidéos sur News Jardin TV sur ce sujet-là. Je vous conseille de les regarder. De toute façon, elles ont un succès énorme, donc il n'y a pas de raison que vous ne les appréciez pas. On a fait beaucoup d'efforts pour que ça soit expliqué correctement. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, oui. On a toujours des choses qui se passent dans notre jardin et on a un petit peu d'actualité. Notamment, c'est la période des plantations et des plantations des plantes à feuillage caduc. Et là, tu en as une tout à fait intéressante. D'une part de plantation, d'autre part de cadeau. Puisqu'on pourrait très bien mettre sous le sapin une Potentille fruticosa Danny Boy qu'on va trouver chez Promesse de Fleurs. Il faudrait qu'il y ait un joli promo avec quand même. Parce qu'en ce moment, ça ressemble un petit peu à un bout de bois. C'est un peu moche, d'accord. Mais bon, c'est l'intention qui compte dans le cadeau. Et là, par contre, alors c'est moche au début, mais ça va être très beau et pendant l'été parce que ça fait des fleurs simples qui sont framboises. Habituellement, vous connaissez la Potentille. Très classiquement, on a les jaunes, on a la Red Ass qui est un peu rouge, mais là, framboise, eh bien c'est original, on est un petit peu entre les deux. À cœur jaune. Et à cœur jaune, pardon, j'allais oublier, oui, la framboise à cœur jaune. Non, parce que ça, des Potentilles roses ou rouges, il y en a déjà. Oui, il y en a déjà des tonnes. Elle est rose framboise, donc assez cramoisie, avec le cœur jaune. Donc là, ça... Et elle est trapue. Elle est trapue. D'habitude, la Potentille, c'est un petit peu moche. Des fois, au bout ça de part un peu années, dans tous les sens. Ça part en quenouille, ça te fait des branches un peu mortes, etc. à l'intérieur. C'est pas très beau. Celle-là, elle est bien trapue, elle est bien compacte. Elle va faire 50 cm de haut, donc pas très grande non plus. Et donc, c'est une belle petite plante et surtout très florifère. Danny Boy, c'est son nom. Et on la trouve chez Promesse de Fleurs, donc sur Internet. Directement sur Internet. Point quelque chose. Alors, ce que tu n'as pas dit, c'est que c'est une plante absolument sans souci. Ça pousse dans tous les types de sols. Donc, quel que soit l'endroit où vous habitez dans notre pays, même en altitude, parce que c'est d'une rusticité... Même pour les pauvres gens qui habitent au bord de la mer. Ou même pour les jardiniers naturels qui habitent à Vittel, ils peuvent cultiver de la Potentille. Je voulais simplement vous donner une petite information sur le fait qu'on a observé cet été Bactrocera dorsalis en France. Bactrocera dorsalis, ça vous dit rien, c'est pour ça que je l'ai fait exprès de vous le dire comme ça, mais c'est la mouche orientale des fruits. Un des ravageurs les plus craints dans le monde.
c'est un des ravageurs les plus agressifs qui puissent exister, et qui attaque pratiquement toutes les variétés de fruits, puisque en fait, dès que le fruit est charnu, ça attaque pas les noisetiers, ça attaque pas les amandiers, les choses comme ça, mais ça attaque les pommiers, les poiriers, les agrumes, même les fruits maraîchers, les tomates, les aubergines, etc. Donc c'est l'une des 5 espèces les plus nuisibles du monde, et ça n'existait pas dans notre pays. Pour l'instant, on n'a vu que quelques observations. Il y a eu des pièges qui ont été faits en Île-de-France, dans le Val-de-Marne, près d'Orly. On en a capturé. Dans le sud de la France, on en a capturé aussi. C'est un ravageur qui est en observation. On espère qu'il ne s'implantera pas, mais ça vous montre quoi? Qu'il ne faut surtout pas croire que l'on est tranquille, ad vitam aeternam, avec les ravageurs, que avec le mouvement de changement climatique, il peut y avoir, on l'a vu avec les moustiques, etc., des ravageurs qui étaient tropicaux ou subtropicaux qui arrivent chez nous. Donc, méfiance de chez méfiance. De toute façon, on ne peut rien y faire. Les autorités travaillent beaucoup à surveiller ça. Et par exemple, s'il y avait un verger qui était infesté, il serait détruit, de façon à éviter justement la propagation. Mais on l'a vu par exemple avec Tuta absoluta, ou aussi avec la mouche Suzuki qui est arrivée. Ouais. Enfin, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas chez nous et qui arrivent et qui peuvent être très très embêtantes. Et comme on ne traite plus, ben voilà, je pouvais aussi dire ça entre parenthèses. On parle la plupart du temps de végétaux ici, mais là tu vas nous parler d'animaux et je trouve que c'est sympa. Oui, c'est sympa parce que c'est un chasseur d'images qui nous a trouvé ça. C'est Marc Rouget. Marc Rouget qui est un professionnel du jardin, puis qui, pendant ses loisirs, va prendre des photos, va prendre des films, etc. Et là, c'est Opus capreolus. Donc, c'est le chevreuil. Alors, moi, j'adore le chevreuil parce que j'en croise chaque fois que je rentre le soir à la maison. Ah, c'est systématique pratiquement. Soit tôt le matin, soit tard le soir. Donc, mais on les croise, on les voit. On est obligé de rouler doucement en forêt. Et donc, là, il y a 47 minutes. Voilà, un beau cadeau pour Noël. On l'a en DVD, on l'a en Blu-ray, on l'a même sur YouTube. Vous pouvez le lire, même gratos, mais là, je vous propose de le faire en cadeau. Et donc là, on a tout sur les habitudes du chevreuil. Ce qu'il mange, parce qu'il mange des merises, il mange des baies d'aubépine, il mange des faines, il mange des champignons, il mange des myrtilles. Il va même dans les jardins pour picorer un petit peu les légumes quand il a le temps. Et puis, il se désaltère pratiquement pas. Et il ne se contente que de la rosée du matin. Voilà, le tout sur le chevreuil. C'est un animal qui est magnifique à voir, mais c'est vrai que la prolifération des chevreuils aujourd'hui en France commence à être assez problématique pour beaucoup d'agriculteurs. On va terminer cette partie actualité simplement avec un nouveau rosier. Vous connaissez la gamme des déco-rosiers qui sont des rosiers connus pour leur résistance, et notamment Emora, Opalia, Vesuvia, etc. Et là, il y en a un nouveau qui sort, qui s'appelle Soleia. On entend un peu le mot soleil et c'est vrai que c'est un... Alors, il n'est pas que jaune, il est jaune évolutif. Il est... Alors, jaune clair, jaune foncé, jaune moyen, jaune presque doré, jaune presque orangé. Donc les fleurs sont tout le temps en mouvement, si je puis dire. Elles sont semi-doubles. Alors c'est un rosier paysager, comme on appelle, donc un rosier buissonnant, qui n'est pas la rose, c'est une profusion de roses. C'est un véritable arbuste d'ornement. Donc ça se trouve sur le site décorosier.com et il s'appelle Soleia. Alors maintenant que l'on a bien pris le soleil, on va aussi se prendre une toute petite page de publicité. Vous allez voir, ça dure pas longtemps et on se retrouve tout de suite. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Berthiz.
Bertie Z qui dit « Comment éliminer rapidement et définitivement la grosse souche d'arbre qui encombre mon jardin ?» Je vous dirais déjà une première chose. Encombrer le jardin, ça dépend comment. Parce qu'on peut aussi utiliser la souche comme support. Ça peut être très agréable, par exemple, de laisser monter une petite plante grimpante, un petit lierre, par exemple, de poser quelques pots dessus, plantes retombantes et tout ça, et du coup, vous créez une sorte de point d'orgue dans votre jardin, et vous oubliez la souche, mettre des couvre-sols dessus, enfin, il y a quand même pas mal de choses. C'est vrai que si cette souche se trouve en plein milieu d'une zone de culture, par exemple, si elle était au milieu d'un potager, la décomposition même de la souche risque de créer des problèmes de pathogènes parce qu'il y a des champignons qui vont venir dessus et qui pourraient, c'est inconditionnel, nuire à des cultures futures. Soit vous avez la place, et à ce moment-là, vous faites venir une pelleteuse et ça va vous arracher la souche en 3 secondes. Si vous n'avez pas la place, il existe quand même des appareils qui s'appellent des dessoucheuses qui fonctionnent avec des gros moteurs parce qu'il faut de la puissance et qui sont comme des espèces de tronçonneuses longues et qui vont creuser jusqu'à environ 30 cm sous la surface, éliminer en copeaux toute la partie du bois, et ça vous permet par la suite de remettre du sol et puis de faire... Alors un potager, c'est un peu compliqué, mais enfin 30 cm, on peut y arriver. Je mettrais plutôt des salades que des radis, parce que bon, dès qu'on est sous le sol, il peut y avoir peut-être un peu plus de problèmes, mais enfin vous pouvez cultiver sur 30 cm de terre. Sinon, j'ai pas d'autre solution. Non, parce que c'est le rapidement qui gêne. Alors si, autre solution, c'est qu'on peut... J'ai vu faire ça, c'est très joli. C'est carrément creuser le cœur, laisser un tronc. Alors à 1 mètre, lorsqu'il a coupé son arbre, il a creusé l'intérieur et il a mis du terreau dedans, il a mis des plantes. Il en a fait un pot. Oui, il en a fait un pot. Moi, je disais simplement, au lieu de se casser la tête à creuser, on met le pot dessus. Voilà. Après, il y a des maniaques de sculpture de l'arbre. Il y a aussi une autre solution, c'est de couper très court. Tu as la machine qui est là, mais si on n'a pas la machine, on n'a peut-être qu'une tronçonneuse. C'est gratter bien la terre autour et le couper le plus ras possible. Alors, on n'ira pas à 30 cm. Oui, et puis vous allez abîmer votre tronçonneuse. Donc, et creuser avec une tronçonneuse, c'est assez risqué, parce que c'est là qu'on se prend vraiment les rebonds, parce qu'on est obligé de travailler un peu avec l'extrémité du guide. Ça, je ne le conseillerais pas. Si vous n'êtes pas un expert comme Roland, il était bûcheron, donc c'est facile pour lui, mais non, évitez ça. Après, il y a des produits chimiques qu'on peut encore trouver, comme le sulfate d'ammonium, comme aussi le nitrate de fer, que l'on peut mettre dans la souche et attendre un certain temps, mais un certain temps, c'est au moins 6 mois, remettre du produit tout le temps, et après se dire que ça va avoir abîmé suffisamment les tissus du bois pour qu'ils puissent prendre feu facilement. Pour qu'ils puissent prendre feu, nous on avait déjà essayé, il faut mettre du pétrole lampant, ça prend pas. Enfin, c'est toute une galère. Donc le mieux, c'est quand même de louer ces dessoucheuses. C'est vrai que ça coûte cher. J'ai vu à la fois chez Loxam et chez Kiloutou, on est entre 200 et 400 € la journée. Mais en une journée, même en une demi-journée, vous allez avoir tout détruit. Ça va être vite fait. Ça va très vite. C'est mieux que de mettre des cochonneries dans le sol. Voilà. Et puis si vous n'avez pas le temps vous-même, les paysagistes sont tout à fait à même de vous faire ce genre de travail. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes amis, nous allons rester écolo, nous allons rester dans l'hiver, puisque l'hiver c'est dans quelques jours seulement, et penser à nos petits oiseaux, parce que ce sont des auxiliaires extrêmement précieux. Il y a aussi le côté plaisant, et je pense que le rôle que l'on a aujourd'hui en tant que jardinier, notamment si l'on est urbain, c'est de créer des écosystèmes à travers nos jardins, de manière à ce que l'on crée justement, développe cette biodiversité qui nous plaît tant. Qu'est-ce que tu nous dis sur ces petits oiseaux que tu accueilles dans ton jardin ? La première chose, c'est de planter des arbres et des arbustes. Souvent, on voit des jardins un petit peu nus, un peu déserts. Dans les potagers, c'est pas tellement souvent. Oui, mais il existe aussi des potagers avec un petit peu de culture, un peu de hauteur, quelques arbustes, les petits fruits, bien sûr. Et puis, on peut avoir des fruitiers, on peut répartir. On n'est pas obligé d'avoir le verger d'un côté, le potager de l'autre. Il faut savoir mélanger. Ça, c'est important pour les oiseaux parce qu'il faut trouver de quoi se nicher. Et ça, c'est la première chose. Et puis après, évidemment, qu'on va leur filer un coup de main en ce moment parce qu'ils sont un peu juste en nourriture, un peu juste en eau, et puis on parlera aussi des abris, mais ça sera pour le printemps. Faut pas mettre les nichoirs trop tôt dans le jardin, faut pas les mettre non plus trop tard, c'est toujours important. Alors, c'est vrai que les haies vives, les haies écologiques dont on a parlé dans une précédente émission sont indispensables pour servir d'abri aux oiseaux, et il faut
quand même, j'insiste, une partie de plantes à feuillage persistant pour que justement ils puissent se cacher là-dedans. Nous, on a par exemple une énorme touffe de bambou, c'est le HLM à oiseaux. Ça fait un bruit incroyable, ils sont tous là. Parce que quand il fait froid, il y a encore le feuillage persistant, ils se mettent tous ensemble, et c'est quand même assez rigolo. Le point d'eau, extrêmement important. Attention, pas trop de résineux, s'il vous plaît, qui acidifient le sol et qui vont réduire la présence de vers. Parce que ça, il faut penser aussi à la nourriture naturelle des oiseaux. Quand on a un sol très acide, par exemple sous les sapins, sous les pins, vous avez toutes ces aiguilles qui ont complètement anéanti toute la vie du sol. Et là, les oiseaux, ils ne peuvent pas se nourrir comme ils pourraient le faire. On a des persistants qui peuvent ne pas être des conifères. Ah ben, justement, il y en a suffisamment, oui. Où est-ce que l'on va mettre la mangeoire? Il y a 2 trucs à savoir. D'abord, un peu en hauteur, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit à portée de main des chats. Sinon, les oiseaux ne vont pas aller dedans. Pourquoi? Parce que c'est trop bas et c'est dangereux pour eux. Donc, on va mettre à hauteur, en hauteur et avec le vide autour. Hein, parce que le chat, c'est très, très doué pour monter sur les arbres, des choses comme ça. Oui. Voilà. Donc, faites attention à ça. Et puis, on va les suspendre aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a les gros oiseaux qui vont venir nous embêter. Ce qu'on veut, c'est nourrir les petits oiseaux. C'est ceux qu'on aime bien. Les gros, ils ont qu'à se débrouiller. Hein. Attendez, les pies, etc. Donc là, ils n'ont pas besoin de nous, les étourneaux encore plus. Et donc, si on suspend la mangeoire, si elle est un petit peu en mouvement comme ça, eh bien, les gros oiseaux auront du mal à se poser dessus. Donc là, ça sera sympa pour les petits. Alors toi, tu conseilles aussi de ne pas ramasser les feuilles, effectivement, parce qu'à ce moment-là, il y a plein de larves qui se développent dans le tapis, et puis donc les oiseaux peuvent avoir à manger naturellement. Oui, c'est un débat qu'on a déjà eu. Alors, on peut ramasser les feuilles, évidemment, dans le gazon, ou là, bien sûr, parce qu'on ne va pas vouloir que le gazon soit abîmé avec cette couche de feuilles, mais sous les arbres, par exemple, au pied de nos haies paysagers, ben non, laissons les feuilles, parce qu'il y a plein de choses dessous, il y a à manger là-dessous. Pareil avec les baies aussi, vous laissez toutes les baies pour que les oiseaux puissent manger. La vigne vierge, elle peut être intéressante aussi, parce qu'elle fait des petits grains comme des mini-raisins, et puis parler de l'eau, il ne faut pas que le bassin gèle pendant l'hiver, par exemple. Alors ça, c'est vraiment un contrôle à faire régulièrement, parce que vous avez mis de l'eau, puis vous barrez, et puis le lendemain, il gèle, donc ça devient de la glace. Donc là, il faut régulièrement remettre de l'eau, et je dirais même que c'est le plus important. Ils arrivent à trouver un peu de casse-croûte, mais l'eau, c'est plus difficile quand tout est gelé, donc ils ont besoin de nous au bord de la fenêtre pour avoir de l'eau, et donc là, il faut le faire tous les jours. Alors une chose aussi importante, mettez un rideau entre la fenêtre et vous, de façon à ce que si vous voulez les observer, ils ne puissent pas vous voir, parce que sinon ils ne viendront pas dans votre mangeoire. Il faut qu'ils se sentent tranquilles. Alors c'est vrai que c'est très très sympa à observer, de les voir les uns les autres se chamailler, enfin vraiment c'est rigolo, mais soyez discrets avec les petits oiseaux. Ghislaine nous appelle du Morbihan. Eh bien, elle nous dit qu'elle a fait des boutures de cactus raquettes qui ont bien repris, mais sur certaines d'entre elles, nous observons des suintements jaunes qui nous inquiètent. Pouvez-vous nous indiquer ce que c'est? J'espère que vous allez nous rassurer, mon cher Patrick. Alors je vais rassurer Ghislaine, oui. Pour moi, c'est vraiment des sécrétions que l'on appelle du nectar extrafloral. Les opuntia et puis beaucoup de plantes, en fait, sont capables d'avoir des glandes qu'on appelle des pseudonectaires, qui se trouvent sur les aréoles. Les aréoles, vous savez, c'est les petits coussinets, alors plein d'épines, qui sont sur le cactus et sur lesquels il y a les plus gros aiguillons qui se développent. Et là, à partir de ça, vous avez une sorte de liquide sucré qui est destiné à 2 choses. C'est attirer les insectes nettoyeurs, parce que le nectar des fleurs, lui, c'est pour la pollinisation. Mais là, les nectars extrafloraux attirent souvent des fourmis. Très souvent dans les plantes myrmécophiles, dont on a aussi parlé, il y a 2 vidéos maintenant sur News Jardin TV pour ça, qui vous expliquent la relation symbiotique qu'il y a entre certaines plantes et les fourmis. On n'avait pas parlé de Opuntia, mais là, dans ce cas-là, oui, elles viennent tout nettoyer, parce que les fourmis, elles aiment bien que ça soit propre, et en même temps, comme c'est sucré, bien, elles vont aussi se nourrir de ça. Et puis, beaucoup de fourmis sont prédatrices, donc elles peuvent éliminer d'éventuels prédateurs. On voit encore l'échelle permanente qu'il y a dans la nature. Je suis petit, je suis mangé par un plus gros, qui est mangé par un plus gros, etc. Et tout ce monde-là sert à quelque chose. Et on va aussi avoir une attraction de chrysopes, d'acariens, de microguèbres, de coccinelles. Donc souvent, d'insectes qui sont
nos auxiliaires et qui sont vraiment très utiles. Donc c'est encore une fois une idée de coévolution. On ne va pas y revenir en détail, on l'a déjà vraiment traité souvent sur News Jardin TV, mais c'est une particularité qu'on rencontre sur plus de 4000 sortes de plantes aujourd'hui, donc les nectaires extrafloraux qui n'ont pas totalement été bien étudiés encore aujourd'hui, mais qui sont vraiment très importants dans le métabolisme des plantes. Donc Ghislaine, elle ne s'inquiète pas, pour son Saint-Nectaire, tout ira bien. Voilà, Oui. tout ira bien, et tout ira aussi très très bien quand on sera reposé pendant une petite minute, après une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, je sais que tu adores ça, donc je vais te faire travailler au jardin. Ah non, regardez-le, il est en vacances là, il se détend. Et c'est bientôt Noël. Hein. Mais justement, Oui. on en parlera tout à l'heure, mais on fera une petite interruption pour les fêtes. Donc avant que tu puisses te reposer, je voudrais que tu travailles un petit peu. Et puis d'ailleurs, pourquoi pas préparer déjà maintenant les fêtes? Eh oui, préparer les fêtes et aller chercher du gui et du hou. Alors le hou, ne me demande pas où, je sais où aller. Dans les housses. Oui, dans les houssets, mais un endroit là-bas en forêt où Housset, j'ai la déjà housset. repéré. Je ne vais pas le dire parce qu'après les gens y vont. Moi j'y vais, je pique. J'ai vu qu'il y avait une petite boule rouge, donc c'est un femelle. C'est en forêt et donc je vais aller piquer quelques petites boules rouges. Mais ne faites pas ça, ce n'est pas très bien. Oui, c'est Allez pas plutôt en autorisé. jardinerie. Voilà. Le mieux, c'est peut-être d'en planter dans son propre jardin quand même, parce qu'un Idéal. hou, c'est vraiment très facile à cultiver. Alors justement, on parlait de jardinerie. C'est souvent dans les jardineries qu'il y a les plus intéressants sapins. Les sapins sont surtout achetés dans la deuxième semaine de décembre. Donc là maintenant, pressez-vous parce qu'il ne restera plus que les ragotons. Les ragotons. Oui. Oui, c'est vrai. Les sapins en promo. Essayez de trouver encore un beau sapin, je pense que ça va être possible. Et puis, il y a des choses intéressantes maintenant dans les jardineries pour pouvoir décorer nos tables de Noël. Ah oui, parce que là, il y a absolument tout. Alors, on va parler des plantes, on peut rester au niveau des plantes. Les décors, il y a des choses somptueuses à voir, et c'est vrai que ça fait rêver. D'ailleurs, je voudrais faire une aparté. Rien que pour le plaisir, allez visiter des jardineries, parce que toutes rivalisent d'efforts pour faire des décors. Parfois, alors, si vous avez des petits-enfants ou des petits-petits-enfants, vous les amenez, c'est un monde merveilleux. Vraiment, aujourd'hui, c'est les magasins qui font les plus beaux décors de Noël de très très loin. Donc vous allez voir des trucs, et puis, tiens, on pourrait presque se dire... Si vous nous envoyez quelques photos, moi j'aimerais bien ça serait sympa. On les mettra ça. sur le Ah oui. site. Oui, vous envoyez sur contact@newsjardintv.com. Vous faites des photos dans les magasins de ceux qui vous plaisent le plus. Vous nous donnez le nom du magasin parce que ça leur fera plaisir qu'on marque leur nom et ils seront sur News Jardin TV. Ah, c'est sympa ça, parce que ça demande un travail. Ils ont commencé pratiquement... En septembre. Oui, c'est ça. Alors, on voit dans les jardineries où ils mettent des trucs gris, là, C'est tout fermé. Eh oui, c'est tout fermé. Et là, il y a un gros boulot, parce qu'il faut étiqueter, il faut mettre en place, il faut de la créativité. C'est un gros travail. Alors en ce moment, c'est quand même un petit peu la fête des plantes vertes. Il y a beaucoup de choix dans les jardineries, donc Oui. faut faire peut-être attention quand on les achète, pas leur faire un grand coup de froid. Chaque fois qu'on sort, et tout dépend le temps qu'on va avoir, et ça dépend du lieu où vous êtes, mais lorsqu'on sort, ça c'est le truc terrible. Faut demander qu'on les emballe. Oui, ça c'est systématique, en particulier pour les poinsettias qui sont très sensibles au coup de froid. Et donc là, passer de la jardinerie, du caddie jusqu'à la voiture, eh bien là, ça peut être fatal, parce que si jamais il gèle, eh bien là, ça peut être terrible pour la plante. Donc ça, c'est embêtant. Alors même chose évidemment pour les plantes que vous avez déjà dans la maison. Quand on fait le grand ménage, Ah oui. on évite d'ouvrir la fenêtre quand il fait -5 à l'extérieur. J'espère qu'il ne fait pas -5 en ce moment. Enfin nous, dans notre coin, ça va. Sûrement quelque part, il fait Quelque -5. part, il fait -5. Ouais. J'ai une idée, c'est quand même aussi de changer le sapin. Bon, moi j'aime bien acheter le sapin, c'est vrai que c'est traditionnel, mais il y a des grandes plantes d'intérieur qui peuvent Mais vraiment oui. servir pour faire des décors de Noël. La rocaria. Pas l'imbricata, parce que celui-là, il va à l'extérieur, mais l'araucaria heterophylla, qui est avec des branches assez étalées, des
épines très petites, assez souples, et qui fait un bel arbre, mais assez difficile à conserver d'une année sur l'autre, parce que c'est pareil, il aime pas trop la grosse chaleur, et il aime bien sûr pas trop le froid. Nettoyez bien les vitres de la maison pour que maximum de lumière puisse rentrer et puisse éclairer vos plantes, que l'on, je ne dirais pas suffisamment, assez rapproche un maximum de la fenêtre. Vous taillez les plantes qui sont devenues trop volumineuses, parce qu'en ce moment, ça peut être encombrant un peu dans la maison. Oui, c'est vrai. Oui. Alors n'oubliez pas aussi que la chaleur montant, par exemple, quand vous avez des philodendrons très hauts, vous vous étonnez souvent que les feuilles rétrécissent, qu'elles ne soient pas aussi belles que celles de la base. Ben oui, parce que là-haut, il fait chaud et il fait sec, et elles ont moins de lumière. D'ailleurs, les plantes retombantes, qui sont toujours au sommet d'un meuble, n'oubliez pas de les arroser un peu plus souvent. Ah oui, celles-là aussi, on les oublie. En plus, comme elles sont là-haut, on les oublie. Bon, on en a parlé tout à l'heure dans le dossier, mais taillez bien sûr les arbres fruitiers à pépins, c'est le moment. Surveillez aussi les fruits et légumes qui sont en conservation, et éliminez surtout tous ceux qui ont des taches, parce qu'ils peuvent transmettre la maladie à leurs voisins. Donc vous les prenez, vous en faites de la compote, et ça va tout seul, et c'est très bien. Mon cher Roland, un petit coup de surf. Alors tiens, on va revenir sur Instagram. Ça faisait un moment que tu l'avais oublié. Alors là, tu as été carrément chercher un truc... Dans le Michigan. Dans le Michigan, et c'est un magasin que j'avais visité il y a quelques siècles, lorsqu'on se lançait dans les jardineries, tu sais, on a commencé Noël, c'était pas évident, et donc on était allé chercher un exemple dans un groupe de jardinerie dans lequel je faisais partie, et on allait chercher chez Le Modèle, le top du top des magasins de Noël. C'est pas au pays du Père Noël? Ah non, c'est dans le Michigan, comme tu l'as dit. C'est Michigan, j'ai dit. Michigan aussi, c'est dans les deux. Et donc ça s'appelle Bronner's Christmas Wonderland. C'est un magasin, mais qui est exceptionnel. Donc là, on a 12 hectares au total de paysagers, à 4 hectares de magasins, qui ne concernent que Noël. Alors eux, c'est Noël toute l'année? C'est Noël toute l'année. Il y a 360 jours ouverts dans ce magasin, avec des animations, avec des décorations de Noël. Il y a 5 jours de fermeture après Noël pour faire l'inventaire, parce que c'est un beau bazar. Mais c'est un magasin merveilleux. Maintenant, à Frankenmuth, il y a plein d'hôtels qui se sont mis autour, parce que les gens viennent du monde entier. C'est une attraction. Ah oui, c'est vraiment une attraction. Et c'est Noël toute l'année. Il y a un théâtre, il y a une petite chapelle, évidemment, il y a la musique de Noël, il y a le Père Noël qui est là en permanence, parce qu'il a du boulot, le Père Noël. Mais là, il vient quand même régulièrement à Frankenmuth. Et donc, leur Instagram, Bronner's Christmas Wonderland, là, vous allez voir, il y a les photos du magasin, il y a plein de choses à voir, c'est superbe. Eh bien écoutez, moi je vais vous montrer aussi quelque chose de superbe, qui est un livre que Roland va vous présenter, qui s'appelle Potager et jardin d'utilité en région Centre-Val de Loire. Alors c'est un collectif qui a créé ce livre-là et qui va vous montrer, en fait, ça t'intéresse, parce que là, c'est très très rare que l'on fasse des livres sur les potagers eux-mêmes. On va vous montrer comment sont ces fameux potagers ou des jardins, par exemple, partagés. Vous allez avoir des jardins d'utilité, comme on dit, donc des jardins de plantes médicinales, des jardins familiaux, tout dans le centre Val-de-Loire. Il n'y a pas énormément de textes, c'est essentiellement des légendes, mais il y a, par exemple, des vieux outils. On découvre plein de trucs. C'est vraiment très joli. C'est des très très bons photographes qui ont travaillé là-dessus. La mise en page est élégante. C'est un livre qui coûte pas trop cher par rapport à ce qu'il est. C'est 24 €. Et c'est aux éditions Lieu-dit. Donc potager et jardin d'utilité en région Centre-Val de Loire, je vous le conseille. Je pense que ça ne sera pas facile à trouver ailleurs que sur Internet, mais n'hésitez pas, les éditions Lieu-dit sont là. Là, on va passer sur du beaucoup plus lourd et sur du naturel, avec Fabuleux insectes chez Delachaux et Niestlé, un livre de Denis Richard et Pierre-Olivier Macquart. Les auteurs sont allés dans le monde entier pour vous montrer vraiment des insectes qui sont extraordinaires, soit des tout petits, alors soit des choses qui peuvent peut-être un peu agresser le regard de certains, mais c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Oui, voilà, des papillons par exemple sublimes, et qui permettent d'avoir une approche de l'entomologie assez ludique et que je vous conseille vraiment. C'est un livre qui peut faire un très beau cadeau, qui coûte 32 € et qui est donc Fabuleux insectes chez Delachaux et Niestlé. Eh bien, on va rester, je pense, un petit peu, dans les choses de la maison. On reçoit énormément de courriers de votre part et on va sélectionner
les questions qui nous semblent les plus originales ou les plus intéressantes pour tout le monde, de manière à ce qu'on vous apprenne des choses à travers aussi les demandes de nos auditeurs. Et Nenio nous écrit très souvent, et là il a écrit quelque chose sur son Perovskaya. Les feuilles du Perovskaya sont aromatiques. Je ne sais pas si elles ont des propriétés médicinales ou si on peut les utiliser en cuisine, mais si vous les froissez, elles dégagent un parfum proche de celui de la menthe. Pouvez-vous m'en dire plus ? Je peux lui en dire plus sur le Perovskaya. En revanche, sur les propriétés éventuellement médicinales de cette plante qu'on appelle la sauge d'Afghanistan. Sauge de Russie aussi, non ? Oui. Des noms français. C'est un sous-arbrisseau, en fait, en botanique. C'est-à-dire que c'est une souche ligneuse avec des tiges qui, elles, sont plutôt semi-herbacées. C'est pas une structure d'arbuste comme un forsythia, par exemple. Donc, il n'y a pas de tiges ligneuses. Donc on va le ratiboiser, tiens, comme voulait faire la semaine dernière notre amie Isabelle qui voulait recéper les plantes. Là, on le fait sur le Perovskaya. Et c'est une plante de la famille des Lamiacées, exactement comme la sauge, comme le thym, comme le romarin. Donc c'est une plante naturellement aromatique. En revanche, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'informations réelles sur la comestibilité, si je puis dire, du Perovskaya. Je dirais qu'il y a peu de risques que vous ayez une toxicité. Donc rien ne vous empêche, par exemple, de tenter le coup. Avec, pourquoi pas, par exemple, de mettre deux petits brins de Perovskaya sur un lapin ou sur un rôti à la place du romarin, j'en sais rien. Ça a un peu l'odeur de la sauge. Hein. Quand on sent vraiment bien, la sauge, on l'utilise vraiment sur les viandes blanches. C'est pour ça que je vous conseillais ce rôti de veau, ce lapin. Pourquoi pas ? Je pense que vous risquez simplement d'avoir une amertume. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Alors, elle n'est peut-être pas effectivement toxique. Par contre, le goût est assez fort au parfum déjà. C'est pour ça que je disais 2 petits brins. Ah ouais, mais 2 petits brins, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai trouvé qu'on pouvait en mettre les fleurs crues en salade. Alors, je n'ai jamais goûté. Tu essayeras, t'en as un? Non, je vais pas oui, on en a plusieurs de Perovskaya parce que c'est une plante bien jolie. Et donc, l'année prochaine, on vous dira si Roland est encore là et qu'il a mangé du Perovskaya. Peut-être que ça ira. Alors, attention quand même aussi, je crois qu'il y a des gens qui sont allergiques à la sève qui leur fait des dermites. Et là, c'est un peu comme Ruta graevolens, quand on est en short ou, bon, c'est pas la saison, hein, ou en bras nus, eh bien, ça peut faire des petites cloques, donc il faut être prudent. Ça dépend des personnes, évidemment. Bon, ça vous fait une peau léopard, et après tout, c'est pas aussi grave que ça. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors, nous ne pouvions pas y échapper. Vous allez dire, ils vont me parler de sapin. Non, on va pas vous parler de sapin, on va vous parler évidemment de quelque chose qui a le trait à Noël et qui est la rose de Noël, qui n'a strictement rien à voir avec les roses, dans la mesure où c'est un hellebore, Helleborus niger, l'hellebore noir, qui est une plante d'Europe centrale, d'Europe même un peu méridionale, plante vivace, et que l'on appelle la rose de Noël. Pourquoi ? Parce qu'elle pousse à Noël, tout simplement. Non, même pas. C'est à cause des boutons floraux qui apparaissent à la période de Noël et sous forme de bouton, on dirait bien un bouton de rose. Et effectivement, quand la plante s'ouvre, la fleur ne ressemble plus à une rose, puisque là, on est dans la famille des renonculacées, on n'est pas du tout dans la famille des rosacées. Et en revanche, donc, cette forme particulière du bouton floral lui a valu, et comme tu le dis souvent, les botanistes, ils ont parfois fumé, peut-être, mais si on regarde bien, oui, on peut toujours trouver que le bouton peut ressembler à un bouton de rose. Alors attention, ce sont les renonculacées toujours des plantes toxiques, parce qu'on a dans cette famille l'aconite, par exemple, qui sont donc des plantes dont il faut se méfier. Donc, cette plante à floraison hivernale, rarement fleurit à Noël, en réalité. Pour obtenir une floraison de Noël, il faut la mettre sous cloche à partir du mois d'octobre, de manière à la forcer un peu, ou la mettre sous un tunnel ou dans une petite serre, de manière à obtenir vraiment cette floraison. Mais, on en a plein maintenant qui sont proposés par les jardineries, parce qu'il n'y a pas longtemps que l'on arrive à les cultiver pour cette saison. Et la collection est superbe. Là, je vous invite à aller dans les jardineries en ce moment. Bon, arrêtez vos rayons de Noël, d'accord, mais allez plus loin au marché aux fleurs. Et là, il y a une collection, mais vraiment qui est monstrueuse. Pour l'instant, on a essentiellement Helleborus niger, donc la rose de Noël, avec des cultivars qui restent dans les tons blancs. Certains ont déjà leurs feuilles, et d'autres, malheureusement, je les trouve moches, parce qu'en fait, ils n'ont que les
hampes florales qui souvent sont assez crispées et qui vont se développer un peu après et ne donnent pas l'ampleur de la plante. Parce que ce dont nous parle Roland, ce qu'il évoque, c'est plutôt les hellebores orientaux, Helleborus orientalis, qui, eux, nous offrent une palette de couleurs absolument phénoménale. Mais ils sont plus tardifs. L'hellebore oriental, vous allez l'avoir vers le début février, guère avant. Mais en ce moment, on a ces hellebores Niger qui ont été sélectionnés. Ça fait quoi? Ça fait 3, 4, 5 ans maximum qu'on les trouve. Avant, c'était impossible de les cultiver en pot et tout. Il y a eu vraiment un travail, notamment des Hollandais qui ont fait ce boulot-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, on va quand même, puisqu'on est dans la partie histoire botanique, évoquer le Moyen-Âge. Parce que cette fleur qu'on trouve, je disais bien, en Europe, elle était placée dans les crèches. Parce que, comme elle fait des fleurs blanches, c'était la pureté, c'était vraiment l'innocence de la naissance de Jésus-Christ. Et alors, il y a toujours la fameuse histoire les légendes. Madelon. Alors, Madelon, c'était une petite bergère qui gardait ses moutons et puis qui voyait passer la caravane des bergers et des rois mages qui ont traversé son champ enneigé. Alors, je ne vois pas trop comment en Israël, en Palestine, on va dire, à cette époque-là, le champ était enneigé, parce qu'ils allaient apporter leurs cadeaux aux nouveau-nés. Mais non, mais ils allaient traverser. Et elle n'avait rien. Bah oui. Elle n'avait rien, comme d'habitude. Et elle s'est mise à pleurer. Et un ange, voyant cela, eh bien, lorsqu'il a vu les larmes tomber sur la neige, il les a effleurées et il a fait de son cadeau, tout simplement, une fleur blanche qui est légèrement ombrée de rose, qui est cette rose de Noël. Qui poussait dans le sable, donc? Non. Non, dans la neige. Ah ouais, dans la neige. La neige sur le sable. Ah oui, ok. Oui, alors essayez pas de faire ça, ça va pas mal. Mais c'est une plante très rustique. Ah oui, ça tient le coup quand même. Ça marche très, Ou sous condition de bien la mettre d'une part à l'extérieur, de ne pas la laisser toujours à l'intérieur, et puis de la mettre à l'ombre. Il y a une chose qu'il faut rapporter, c'est que depuis très 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 longtemps, on associe l'hellebore à la folie, à la guérison de la folie. Et parce que, comme je disais, ce sont des plantes qui sont toxiques. Et elle a des propriétés qui sont à la fois analgésiques, qui sont cardiotoniques et qui étaient conseillés à l'époque contre les crises d'épilepsie. Les migraines, le purgatif, le vomitif. Mais il faut vraiment des toutes petites doses parce que franchement, ne le faites pas. Ne le faites vraiment pas. Il y a des risques pour se traiter comme ça. Alors, je voudrais quand même que tu me cites Jean de La Fontaine parce qu'il a évoqué cette idée aussi d'association de l'hellebore avec le traitement de la folie. Ah oui, la tortue qui dit au lièvre, gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Puis l'autre, moi sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger, ma commère, il faut vous purger avec 4 grains d'hellebore. Et la tortue de dire, sage ou non, je parie encore. Et donc là, on est en 1668, donc le lièvre et la tortue, oui. Vous l'aurez reconnu, était donc cette idée de plante qui pouvait soigner, mais qui pouvait aussi donc être un remède contre la folie. Et le mot aliboron, qui était associé au médecin, le maître aliboron était le maître qui utilisait l'hellebore. Hellebore, aliboron. Ah oui, le maître. Comme ça ne devait pas marcher très très bien, quand on dit un maître aliboron, eh bien c'est généralement un médecin un petit peu ridicule. C'est vrai que Molière nous a aidés dans ce symbole. Alors dans le langage des fleurs, offrir une rose de Noël, c'est ôtez-moi de mon angoisse, ne me laissez pas dans l'anxiété. Donc ça veut dire quand même, je suis amoureux de vous. Il faut sortir avec moi rapidement. Est-ce que je vais avoir quelque chose en retour? C'est donc une déclaration déguisée, mais ouais, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Peut-être que vous mettez quand même la traduction avec, parce qu'aujourd'hui, plus personne s'en rappelle. Et donc, toutes les roses de Noël ne sont pas blanches, Il y a une variété qui s'appelle Early Purple, qui est vraiment très très belle, avec des fleurs pourpres. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ces hellebores orientaux. Oui. Je rappelle, donc, c'est un mot masculin, même si tout le monde dit toujours une hellebore, mais ça reste quand même masculin. Et on va terminer là-dessus, parce que, bon, cet hellebore, j'espère que vous en mettrez au pied de votre sapin. Et n'oubliez pas, après, on peut le planter dans le jardin. Il n'y a vraiment aucun soin à lui faire. Ça pousse vraiment
tout seul. Et puis elle est au bord de la fin, là, l'émission. Mais c'est ce que j'allais dire. Oui, parfait. On va se quitter avec ça, mais avant, je voudrais quand même vous dire, on se retrouvera le 8 janvier prochain. On va prendre donc 2 semaines de vacances. Vous aussi, je vous souhaite vraiment très très bonne fête de fin d'année. Je remercie Roland pour avoir animé cette émission depuis le 20 mars dernier. On était sur le numéro 36 aujourd'hui, vraiment avec de la dynamique, avec du punch, avec tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir. Je sais que vous l'appréciez énormément. J'ai beaucoup aussi apprécié nos amis techniciens parce que c'est du pro, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous avez vraiment un son comme à la radio. Vous avez des images comme à la télé. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder notre émission sur la télé. C'est complètement autre chose. Donc on avait Stéphane pour le son, Miguel avec la caméra. Et puis on a toute notre organisatrice qui est là. C'est ma petite jardinière. Elle fait pas de bruit, elle dit pas un mot, mais je peux vous dire... Elle fait des beaux elle est casse-croûtes là, le midi. elle fait les casse-croûtes le midi, elle prend les rendez-vous, elle s'occupe de tout. On est comme des coqs en pâte grâce à elle. Et puis, bon, ben voilà, il y avait Perle. Perle, vous la voyez aussi sur les réseaux. Il y a même un Instagram avec Perle New. Vous pouvez aussi regarder. Donc, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Rendez-vous le 8 janvier prochain. Joyeux Noël à tous. Très, très bonne fête de fin d'année. Et on vous dit bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.